Bonjour à tous et à toutes et merci pour ceux qui nous ont rejoints pour cette conférence, pour cet atelier plutôt. Je ne sais pas s'il y en a certains qui n'ont pas assisté. Donc c'est Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. On est très heureux de vous accueillir donc à cet atelier participatif où vous allez pouvoir interagir donc avec Catherine Schmieder. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Catherine Schmieder ici, qui fait partie de l'association, qui est même la cofondatrice de l'association Déclic CNV Éducation. Donc qui va pouvoir vous parler de l'empathie. Et qu'est-ce que c'est que l'empathie et l'écoute empathique? Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute empathique, l'empathie? C'est un besoin fondamental qu'on a tous les êtres humains. Et je vous propose, pour le percevoir, de penser à une fois où vous aviez quelque chose d'important que vous aviez envie de partager à quelqu'un. Vous savez, des fois, on a quelque chose sur le cœur, soit c'est une super joie, on a envie de la raconter à tout le monde, soit on a un souci, une préoccupation. Et qu'est-ce qu'on fait? On va voir ses amis ou quelqu'un et on lui dit « Tu sais ce qui m'arrive ?» et on commence à raconter. Voilà. Alors, pensez à une fois où vous avez été vraiment accueilli. Vous avez senti que la qualité de présence, l'écoute, les mots de la personne, vraiment, elle vous a accueilli et vous vous êtes senti compris. Comprise. Ça va? Ça vous est déjà arrivé, ça, dans la vie? J'espère. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur quand on vit ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent me le dire? Ça fait du bien-être, ouais. Du repos, ouais. Quelque chose qui s'ouvre, tout à fait. Hein, voilà. Et puis maintenant, pensez à l'inverse. Vous arrivez là, vous avez votre petit paquet d'émotions que vous avez envie de raconter à quelqu'un, et puis la personne, dans la manière dont elle se tient, elle se comporte, ou la manière dont elle vous répond, là vous vous dites, elle n'a rien compris. Frustration. Ah voilà, je vois tout de suite, j'ai même pas besoin de poser la question ce que ça fait, tout de suite ça sort. Vous voyez comment c'est horrible, hein? Frustration, on sent que ça monte, la colère là. Et donc, et en général, ça coupe la relation, parce que soit on est dans la colère, et puis, soit on se dit, bon, de toute manière, laisse tomber, c'est même pas la peine, et puis je lui raconterai plus jamais rien. Ça vous parle, ça? Ça casse la relation, voilà. Alors moi, j'aime bien symboliser ça avec ce petit symbole. Je jongle avec mon micro. Voilà, c'est quand on est écouté, ça fait comme ça dans notre cœur. Oh. Ça s'ouvre. Et dès qu'on n'est pas écouté, ça fait... Vous sentez ça? Vous avez vécu dans votre vie? Ok. Eh bien, on est tous comme ça, les êtres humains. Et les êtres humains, qu'on ait 2 jours ou qu'on ait 77 ans, on a tous les mêmes besoins qui sont liés à la vie. Et ce besoin-là de l'écoute, il en fait partie. Et donc, ce que vous venez de me partager là, et qu'on vient de symboliser là, les enfants y vivent exactement pareil. À chaque fois qu'ils sont entendus dans leurs émotions, ça fait « Ah !» Et puis, il y a la confiance qui s'installe dans la relation. Il y a quelque chose qui s'apaise. Et à chaque fois qu'ils ne sont pas écoutés, ça fait « Ah !» Et puis, ça donne juste envie de réagir. Voilà. Or, l'écoute empathique, on ne nous l'a pas apprise. Et souvent, on ne l'a pas reçue, nous, dans notre histoire. Donc, en fait, tant qu'on ne l'a pas, on ne l'apprend pas. Aujourd'hui, on peut l'apprendre dans des formations. Et quand on vient dans les formations, on découvre « Ah, mais je croyais que je savais écouter, mais en fait, non, je ne savais pas écouter. » Et on a plein de manières de répondre où on croit qu'on écoute avec les meilleures intentions du monde et en fait, on provoque de la réaction. Et avec les enfants, c'est terrible parce que les enfants, c'est des boules d'émotions. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, maintenant, les neurosciences nous montrent bien que les parties du cerveau qui servent au contrôle des émotions ne sont pas matures jusqu'à l'âge de 6 ans, que l'enfant ne peut pas contrôler ses émotions. Et qu'à chaque fois que nous, on va arriver avec nos bonnes explications rationnelles, etc., on va provoquer, sans le savoir, de la réaction. Ce que vous avez senti là. Voilà. Nous sommes des déclencheurs de réaction. Et nous qui voulons que les enfants aient confiance en nous, eh ben on fait des trucs avec les meilleures intentions du monde, mais qui font que ça détruit la confiance. Voilà. Alors, moi, j'aime bien symboliser nos émotions avec des ballons. Les émotions, c'est des trucs qui se gonflent comme ça à l'intérieur de nous. On n'y est pour rien, on n'a aucun contrôle au moment où ça se gonfle.
Et puis vous pouvez, j'adore cette image des ballons parce que ça montre qu'on peut avoir des émotions de toutes les couleurs, hein, des couleurs plutôt agréables, des couleurs désagréables, et puis on peut avoir des petites émotions, puis des grosses émotions. Et d'ailleurs, des fois, quand on est en colère et très 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 en colère, ça peut exploser comme un ballon. Vous voyez, j'adore cette image. Et comment on fonctionne les êtres humains? Hop, on a une émotion qui s'est gonflée, c'est pas pratique de se balader dans la vie avec nos émotions. Et du coup, on a un système d'autorégulation qui fait qu'on a envie de les dégonfler et qu'on va voir la première personne à qui on peut parler, on dit « Ah, tu sais ce qui m'arrive, etc. » Voilà. Et là, si elle m'écoute avec empathie, mon ballon se dégonfle. Voilà. Et plus elle reste à mon écoute, et plus mon ballon se dégonfle. Mais si elle ne m'écoute pas, si elle a des réponses qui vont dans le sens où je ne me sens pas comprise, mon ballon gonfle encore plus. Ça vous parle? Voilà. Alors, admettons que je suis avec mon enfant qui a peut-être, 3 ans, et puis on est allé au parc, et puis on est là en train de rentrer, et puis tout d'un coup il me fait « Oh, mon bâton! J'ai oublié mon bâton !» Et moi je fais « Oh, c'est pas grave, des bâtons, il y en a 10 000, on en trouvera bien un autre. » Et là, est-ce qu'il se sent entendu? Pas du tout. Lui, au moment où il découvre qu'il n'a plus son bâton, il a une grosse émotion qui s'est gonflée. Et moi, si je lui dis « Mais c'est rien, des bâtons, il y en a partout, t'en trouveras bien un dans le jardin à la maison. » Et là, ça lui fait... Enfin, d'ailleurs, il faudrait que je gonfle un autre ballon, parce que ça, c'est le ballon de sa tristesse quand il découvre qu'il a oublié son ballon. Et puis, il en a un autre qui se gonfle. Hop. De colère. Mais maman, elle a rien compris, elle m'a pas compris. Et donc on est là avec, il a sa tristesse qui a oublié son ballon, et en plus il est en colère contre moi, d'accord? Et nous adultes, si on reste dans le rationnel de, écoute, tu vas pas me faire un cinéma pour un bâton, et là, et l'enfant, lui, il est dans l'instant T, et comme je vous disais, il a pas dans le cerveau les trucs qui lui servent à prendre de la distance, comme nous on sait faire. Il est envahi. Et la seule chose qui marche, c'est de l'accueillir et d'écouter et de lui dire... Alors j'enlève la colère, là, hop. Oh, ça t'est pas prévu. Donc, il est là. Oh, mon bâton. Et bien là, je me relie à ce qu'il vit. Et je vais avec lui comme dans son cœur. Ah, tu réalises que tu as oublié ton bâton? Oh, ben oui! Ouais, je l'avais trouvé. Il était magique, il était génial. Ah ouais, il avait quelque chose de particulier, ce bâton? Oui, il ressemblait à une fusée. Ah ouais, parce que j'adore les fusées. D'ailleurs, quand je serai grand, je serai astronaute. Ah, je t'avais jamais entendu. T'as envie d'aller dans les étoiles et dans le ciel? Ouais. Et puis là, tout seul, alors c'est pas toujours, hein, mais très souvent, l'enfant, il va dire tout seul, bon, c'est pas très grave, j'en trouverai un autre. Parce qu'il a été entendu dans son émotion. Voilà. Et alors, c'est pas une baguette magique qui marche à tous les coups. Et quand même, j'entends plein de parents et plein de professionnels qui utilisent ce mot magique parce que ça change tout. Dès qu'on est rejoint dans son émotion, vous l'avez dit, quelque chose qui se pose et qui s'ouvre. Et dès qu'on n'est pas rejoint, au contraire, ça en rajoute. Et c'est une clé fondamentale quand on s'occupe des enfants petits, de tout le monde, tous les enfants, mais en particulier petits, parce que c'est immédiat. Un enfant qui est entendu dans son émotion, pouf, ça s'apaise. Dès qu'il n'est pas entendu, ça se gonfle. Et puis, on a encore plus à gérer. Plus on attend, plus on en a à gérer. Voilà. Alors ça s'apprend. Et au début, on est quand même dans nos réactions. Je pense à un exemple, par exemple, ma fille, quand elle était petite, j'ai laissé très tôt à mes enfants la possibilité de choisir leurs habits. Parce que ça, je réponds à un besoin d'autonomie des enfants qui est très important. Et plus on leur donne de l'autonomie à des endroits où c'est possible qu'ils agissent, et moins ils vont utiliser leur énergie à faire des bêtises. Voilà. Donc elle choisissait ses habits. Mais je sais pas, à 18 mois, 2 ans, elle avait quand même un peu besoin d'aide. Alors, ok, je l'aide à s'habiller. Ça devait être l'hiver, il y avait un collant enfilé, vous voyez le truc. Elle est habillée. Et puis, 10 minutes après, elle vient me voir, elle fait « Maman, je veux changer d'habit ». Et moi, je fais « Ah non, on est habillé, on reste pour la journée !» Donc, je n'étais pas du tout dans l'empathie, d'accord? Mais c'est pour vous montrer que c'est pas grave si on n'y est pas tout de suite. Au début, on a la réaction première. Et puis après, en fait, avec la communication non violente, on apprend à se dire « Mais au fait, là, j'ai utilisé l'auto-empathie, l'empathie avec moi-même. Quand j'entends mon enfant me dire « Maman, je veux changer d'habit », qu'est-ce que ça me fait?
j'écoute mes émotions. Alors, ça pourrait être que je peux être énervée parce que j'ai une histoire de temps, parce qu'on doit je dois partir travailler. Mais là, c'était en plus un mercredi et je ne travaillais pas le mercredi pour m'occuper de mes enfants. Alors, je me dis, mais où ça me touche? Où est le problème? Donc, j'écoute et je me dis, bon, en fait, le seul truc, ça doit être que je n'ai pas envie de ranger les habits. J'ai l'impression que c'est ça. Et il n'y a pas de recette magique, c'est chacun qui s'écoute. Et puis un autre jour, ça serait autre chose que je ressentirais. Et une fois que je me suis bien écoutée et que mon énervement s'est apaisé, et que je me suis dit que c'était surtout une réaction juste automatique. Vous voyez, on est habillé, on ne change pas. Voilà, c'est comme ça. Et on a plein de réactions automatiques. Et si on prenait le temps de se dire, mais où ça me touche en vrai? Voilà. Et là, ça ne me touchait pas de problème de temps, tout ça. Et là, une fois que c'est apaisé en moi, eh ben, j'arrive à me relier à ma fille. Et il y a quelque chose que je me mets à sentir dans mon corps qui est... Mais oui, elle a choisi ses habits, et puis une fois qu'elle les a sur elle, eh ben, c'est pas ça qu'elle veut. Mais moi, ça me parle, ça m'arrive ça des fois. Ça vous arrive, vous? Ben oui. Je me dis, je vais mettre ça, une fois que je l'ai mis, je me dis, mais non, mais je me sens pas bien, c'est pas ça que j'ai envie aujourd'hui. Eh ben, c'est pas parce qu'elle a 18 mois qu'elle n'a pas le droit de ressentir ça. Vous voyez, on a les mêmes besoins, qu'on soit adulte ou enfant. Et j'ai pas réfléchi dans ma tête, c'est quelque chose qu'à partir du moment où moi je me suis apaisée en m'écoutant, j'ai essayé de me relier à ces ressentis et hop, ça m'apparaît. Et après, je mets des mots dessus et je lui dis, ah, ok, tu avais choisi tes habits et une fois que tu t'es habillée, tu sens que c'est pas ça que tu voudrais pour ta journée. Oui, c'est ça, maman. Vous imaginez comme ça s'ouvre dans son cœur là, ma maman me comprend. Et après, je lui dis, ben, ok, moi aussi ça m'arrive, donc si tu veux changer... Par contre, moi, il y a un truc, je me rends compte, un truc que j'ai pas du tout envie, moi, de ranger les habits que tu es en train d'enlever. Donc, est-ce que tu veux bien t'occuper de les remettre dans ton tiroir? Et ben là, elle fait « Oui, maman !» Ben oui, parce qu'elle a été écoutée avant, et donc elle a envie de m'écouter. Et elle a rangé ses habits. Alors, avec sa manière de le faire à 18 mois, 2 ans, pas plié exactement comme je veux, mais c'est pas grave. L'important, c'est ça, c'est cette autonomie qui se développe. Voilà, et donc quand on fait ça, à chaque fois qu'on va mettre des mots sur ce que l'enfant ressent, il va apprendre, juste en le vivant, à mettre des mots sur ses ressentis. Et ça marche, on peut commencer, on dit à quel âge on commence ça? Mais on commence tout de suite, dès que le bébé est là. Il est là, il pleure d'une certaine manière, on se dit, et on peut lui parler, oh là, t'as l'air inquiet. Parce que... hier, par exemple, j'ai fait une conférence, j'ai gonflé le ballon, il y avait un bébé qui était là, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, oh, t'as eu peur? Quand j'ai gonflé le ballon, t'as eu peur? Et hop, pouf, elle est rejointe et elle s'est apaisée. Voilà. Et donc, on peut mettre des mots, t'es inquiet, t'as peur, t'as chaud, t'as froid, enfin voilà. Et progressivement, les enfants apprennent à mettre des mots, ils grandissent comme ça, ils vont savoir mettre des mots sur leurs émotions. Et en faisant ça, on fait de la prévention aussi, de la violence, parce que quand on a les mots pour dire les choses, on n'a pas besoin de les dire avec des comportements. Hein. Voilà. Et l'écoute empathique, donc on a vu que ça a un impact sur la qualité de la relation et ça a un impact sur l'estime de soi. C'est corrélé pour moi. Parce que quand quelqu'un entend notre émotion et nous comprend et qui nous dit « oui, tu as le droit de ressentir ça », eh ben on se dit « d'abord, j'ai de la valeur parce qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de m'écouter. Et puis, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit d'être qui je suis. » Voilà ce qui s'installe quand on reçoit de l'empathie. Et donc, pour tous les parents et tous les professionnels qui, je sais que dans les intentions de quelqu'un qui s'occupe d'un enfant, il y a toujours l'envie que l'enfant ait confiance en lui, qu'il développe une bonne estime de lui, et bien vous avez un truc magique et gratuit, l'écoute empathique. Voilà, je dis ça aux parents, des fois, ils sont prêts à payer des cours de ceci, des cours de cela, pour que leurs enfants aient une bonne estime d'eux-mêmes. Je leur dis, mais vous avez un truc gratuit. À chaque fois que votre enfant exprime quelque chose, accueillez-le avec empathie. Et là, il sent qu'il a de la valeur à vos yeux et il se sent conforté dans « j'ai le droit d'être qui je suis ». Voilà, et puis cette empathie, elle est aussi... donc j'avais mis le bien-être de l'enfant et de l'adulte. Donc vous voyez déjà comment, si je suis en empathie avec mon enfant, ça me donne aussi du bien-être à moi parce que, on évite plein de conflits. Et puis il y a vraiment cette qualité de confiance, de chaleur humaine qui s'installe. Et pour le bien-être des adultes, c'est important aussi qu'on utilise l'empathie entre nous. Parce que pour pouvoir avoir
Cette qualité d'accueil de nos enfants, ça suppose que nous, on soit en pleine forme et disponible. Il faut de la patience des fois, surtout pour accueillir quand notre enfant fait une crise, une colère. Et nous, c'est important qu'on arrive à rester dans un endroit où on est centré et on va pouvoir accueillir la colère de l'enfant et mettre des mots dessus. Mais si nous, on est hors de nous, on ne peut pas. Et là, c'est le cercle vicieux parce que notre propre énervement augmente l'énervement de l'enfant. Et donc, on ne peut pas être empathique avec quelqu'un quand on n'est pas disponible. On a une petite expression chez nous, on dit « quand vous n'arrivez pas à être empathique avec quelqu'un, c'est que vous en avez d'abord besoin pour vous ». Ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Voilà. Et donc, quand j'arrive plus à être empathique avec mon enfant ou l'enfant dont je m'occupe, ça veut dire que j'ai besoin d'empathie pour moi. Et auprès de qui je vais pouvoir être écoutée. Ça, c'est fondamental. C'est une dimension qu'on ne prend pas assez en compte. Et donc, dans les équipes, offrez-vous l'empathie mutuelle. Vous pouvez le faire d'une manière informelle le matin. Vous savez, quand on arrive, on vous dit « Comment ça va ? Et toi, ça va ?»« Ah ouais, oh là, moi, j'en peux plus. Mes enfants, ils ont été insupportables cette nuit. J'ai pas dormi. » Et bien là, si la collègue... Alors, dans nos habitudes, dans les formations, on apprend à repérer nos habitudes qui ne sont pas de l'empathie. Là, il y en a une, par exemple, c'est de dire « Ah ben, moi aussi. » Donc là, la collègue fait « Ah ben, moi aussi, mes enfants, ils n'ont pas dormi. » Et elle se met à raconter son histoire. Et à ce moment-là, je voulais te parler de moi. Vous sentez ça? Ça vous est déjà arrivé? Voilà. Donc, rien que là, si on est capable de dire à notre collègue « Ah ouais, ça a été dur, t'arrives, t'es crevé, t'es pas trop motivé, est-ce que c'est ça ?» Eh bien, son ballon de fatigue, il diminue. Et grâce à ces 2 petits mots que j'ai faits là, j'ai permis à ma collègue de retrouver un peu plus de disponibilité. Et grâce à mes 2 petits mots, ma collègue, elle va mieux s'occuper des enfants. Et vous voyez le cercle vertueux qui s'enclenche. Après, l'idéal, c'est que dans les équipes, quand on est formé à tout ça, eh bien, on peut avoir des temps formels où on s'offre de l'écoute empathique. Et c'est aussi une des choses que je dis aux directrices de crèche, par exemple, ça fait partie de votre rôle, c'est d'avoir cette capacité d'écoute empathique des personnes de l'équipe pour qu'elles retrouvent la disponibilité pour offrir l'écoute empathique aux enfants. Et dans les familles, je transmets ça aussi, comment dans le couple, est-ce qu'on peut s'offrir quelques minutes d'écoute empathique tous les soirs ? Dans la journée, tous les jours, on a ce que j'appelle notre vase émotionnel qui se remplit. Vous savez, je dis le vase parce qu'il y a l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Vous voyez ça? Voilà. Et quand notre vase déborde, ça, c'est un moment où on dit des choses à nos enfants ou à notre conjoint ou n'importe au travail, où on peut avoir des gestes, même avec nos enfants, qu'on va regretter après. C'était sur le coup de l'explosion. Voilà. Et l'idée, c'est comment ne pas arriver à cet endroit. Ça veut dire prendre soin de notre vase émotionnel. Et comment on fait pour le vider régulièrement. Donc, ce qui permet de le vider, c'est à chaque fois qu'on prend soin de soi, la détente, les loisirs, la créativité, tout ce qui est les pratiques corporelles, méditation de pleine conscience, yoga, sophrologie, tout ça, et l'écoute empathique. C'est un moyen magique. Et donc, il faut se donner un cadre. J'apprends ça dans les couples. Vous dites, pendant 3 minutes, moi, je vais parler, je vais raconter ma journée, et ce que j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux juste rester en silence? Je te demande 0 conseil. Je te demande pas de prendre en charge mes problèmes. Je te demande juste de l'écoute. Et quand j'ai fini, est-ce que tu veux bien juste reformuler ce que tu as compris que je vis derrière mes mots? Et après, on fera l'inverse. Toi, tu m'écoutes pendant 3 minutes. Non, tu parles pendant 3 minutes, pardon. Je t'écoute en silence. Et après, je reformulerai ce que j'ai compris. C'est un petit truc tout simple et c'est hyper puissant. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir, par rapport à l'écoute empathique, est-ce que c'est plus facile pour un parent ou une personne qui s'occupe d'un enfant qui a un souci de santé assez grave, ou c'est plus facile pour une personne qui a 0 souci de santé? Ou en tout cas, pas grand-chose. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre la question. Donc, est-ce que vous voulez dire... Je veux savoir si une personne complètement valide est plus sensible à l'écoute empathique qu'une personne moins valide, tout simplement. Alors,
Pour moi, tout le monde peut vraiment être dans l'écoute empathique. En fait, ça s'apprend. Ce que je peux comprendre à travers votre question, c'est que souvent, quand on a touché la souffrance, eh bien, on a développé un peu plus de conscience de la souffrance et qu'on peut être un peu plus naturellement empathique. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? D'accord. Voilà, c'est sûr que quand on a touché la souffrance, on a développé la conscience au ressenti et souvent on est plus ouvert. Et après, on n'a pas besoin de traverser la souffrance pour développer notre empathie. C'est une compétence fondamentale que nous avons tous, en fait. Les études maintenant du cerveau et les études sur les neurosciences montrent que l'enfant est empathique par nature et qu'en fait, je dirais, on n'a pas tant à éduquer l'enfant comme on le fait aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à le déformer avec nos manières de l'éduquer actuellement. L'idée, c'est de ne pas déformer l'enfant, c'est comment préserver ses compétences empathiques naturelles. Et si nous sommes empathiques nous-mêmes, l'enfant développe ses compétences naturelles. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que je dis, nous sommes une génération de transition, nous n'avons pas reçu ça, donc nous ne l'avons pas appris. Pour le moment, nous reproduisons les modes de relation que nous avons vécus et dont nous voyons bien les effets dans nos relations. Est-ce que vos relations sont harmonieuses dans vos familles, au travail, sur la Terre? Non. On aspire à l'harmonie, mais pour le moment, on ne sait pas se la donner. Mais on a aujourd'hui des approches extraordinaires. La communication non violente en est une. Il y a d'autres approches, la méthode Esper, la méthode Gordon, Faber, Maslich, etc. Tout ça, ça nous apprend à comprendre comment dire, comment écouter les impacts de nos manières habituelles de faire. Et quand nous, on transforme nos manières de faire et qu'on éduque nos enfants comme ça, eux, de toute manière, ils reproduisent ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils vivent. Donc eux, ils vont l'apprendre tout seuls. Et donc, pour moi, en une génération, on a un pouvoir extraordinaire de changer le climat social de la société. D'autres questions ? En fait, je voulais savoir si vous aviez une piste par rapport à un comportement. Comment rester empathique avec quelqu'un qui ne l'est pas? Vous voyez, par exemple, parce que par exemple, moi, je suis très convaincue de l'écoute empathique auprès de mon enfant. Mais par exemple, quand je vois la grand-mère qui va pas du tout être empathique, quand l'enfant va faire une crise, va dire « t'es pas beau », comment réussir à lui dire de manière zen et empathique aussi envers elle-même que voilà, il y a d'autres possibilités de dire les choses, en fait. Voilà. Oui. La complexité, quand nous, on développe cette sensibilité et que notre entourage n'est pas dans cette sensibilité. Alors, on commence par l'auto-empathie. On s'écoute soi-même, d'abord. Quand je vois la grand-mère lui parler sur ce ton-là, comment je me sens? Parce que là, quand je vois la grand-mère, moi, je suis peut-être comme ça, là. Ouais, plus, hein. Et si je parle à partir de cet endroit-là, ben c'est clair que ça va être un peu tendu, quoi. Même si j'essaye d'être douce dans mes mots, toute ma colère intérieure, elle est dans mes mots et la grand-mère, elle va l'entendre. Voilà. Donc la première personne, et ça c'est une clé, à chaque fois que le comportement d'un adulte ou d'un enfant vous touche, commencez par vous donner de l'auto-empathie. Quand je le vois faire ça, comment je me sens? Et donc là, peut-être... ça me met super en colère de l'avoir parlé comme ça. Et en communication non violente, on apprend que nos émotions parlent de choses importantes pour nous dans la vie. Et où ça me touche? Ben, ça me touche à l'endroit où, pour moi, c'est tellement important de respecter un enfant. Je sais que des mots peuvent tellement vite blesser un enfant. J'ai envie de préserver l'intégrité de mon enfant. C'est là où ça me touche. Ça va? Voilà. Donc déjà, ben ouais, ça me parle de ça, de... comment j'aime mon enfant et j'ai la confiance qu'un enfant c'est fragile et j'ai vraiment envie de le préserver. Ok, je retrouve mon équilibre. Ensuite, je passe en écoute empathique de la grand-mère. Quand elle lui crie dessus ou lui dit, l'enfant n'a pas voulu lui dire bonjour et qu'elle lui dit « Ah, mais t'es vraiment pas gentil, hein? Ah, bah, tes parents ils t'ont vraiment pas bien élevé, hein ?» Admettons. Ok. Donc elle, écoute empathique, le fait au moment où son petit-fils ne veut pas lui dire bonjour, visiblement, qu'est-ce qu'elle ressent derrière ces mots?
ben, peut-être, elle a l'air triste, en fait. Elle ne sait pas le dire, elle le dit de manière agressive, mais en fait, elle a l'air triste. Parce qu'elle aimerait peut-être tellement avoir une belle qualité de relation avec son petit-fils. Peut-être c'est ça. Donc je me fais d'abord une écoute empathique à l'intérieur, puis après je vais lui proposer. Et vous voyez, l'écoute empathique nous apprend aussi à ne pas nous blesser avec des mots un peu agressifs. On apprend avec la communication non violente que derrière tout mot agressif, en fait, c'est le besoin de quelqu'un qui s'exprime, mais la personne, elle n'a pas su le dire, parce qu'elle ne l'a pas appris. Mais nous, ça nous permet de ne plus prendre l'agression contre nous. Et donc, là, je peux déjà l'accueillir en disant « Ah, donc là, quand il ne veut pas vous dire bonjour, est-ce que ça vous rend triste parce que vous aimeriez tellement pouvoir vivre une relation proche avec lui, lui faire des câlins, tout ça ?» Ah oui, et la grand-mère se détend. Parce que c'est un être humain. D'accord ? Et après, parce qu'elle a été écoutée, qu'elle s'est détendue, que ça s'est ouvert dans son cœur, il peut y avoir de la place pour pouvoir dialoguer, et peut-être pas à chaud. Je vous invite à ne pas faire ça à chaud sur le moment, mais à revenir à un autre moment dans la journée, peut-être en cuisinant ensemble, ou au moment du café, ou pouvoir dire, ben, vous savez, tout à l'heure, quand vous avez dit à Clément, ah, ben alors, t'es vraiment mal élevé, hein, parce qu'il n'a pas voulu vous dire bonjour. Alors j'ai bien compris que c'est parce que vous étiez triste, parce que vous aimeriez tellement que ce soit facile, la relation avec lui, affectueux, tout ça. Et moi, j'aimerais vous partager, et là, c'est plus l'écoute empathique, c'est ce qu'on appelle l'expression authentique en communication non violente. On parle de soi. Et on cite le fait, donc quand vous avez dit ça, moi, ça m'a pas mal touchée parce que je m'intéresse beaucoup au développement de l'enfant et j'ai vraiment pris conscience dans ma propre histoire et aussi à travers tout ce que j'entends que l'enfant est très fragile et que les mots qu'on lui dit, à chaque fois qu'on lui dit des mots un peu de critique, ça laisse des traces et il peut facilement se blesser avec. Et pour moi, c'est très important de préserver qu'il puisse se développer en étant pleinement lui-même. Et est-ce que vous comprenez ? Après, on fait une demande. La première, c'est de recevoir de l'empathie. Est-ce que vous comprenez ce que ça m'a fait quand je vous ai entendu dire ça ? La deuxième, c'est on va vers l'autre. Qu'est-ce que ça vous fait à vous quand je vous partage ça ? Et la troisième demande qu'on apprend en communication non violente, c'est une demande d'action. C'est comment on pourrait faire une autre fois pour que vous puissiez, on va prendre en compte son besoin, vivre cette relation affectueuse que vous avez envie de vivre avec lui, et puis que ce soit dans le respect qui me semble vraiment important pour le développement harmonieux de l'enfant. Ça va ? Tout ça, ça s'apprend. C'est pas parce que je vous le dis maintenant que ça va être forcément facile tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a appris plein de choses sur l'écoute empathique et l'importance que ça peut avoir dans nos vies. Donc, merci beaucoup, Catherine Schmieder. Avec plaisir.